Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. Je vous parle aujourd'hui des tests DxOLab pour les capteurs et les boîtiers et en particulier comment décrypter ces tests et comprendre les termes qui se cachent dans les différentes grilles que vous pouvez voir sur le site de DxOLab. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions. C'est là ou là selon que vous allez sur Facebook ou YouTube et j'y réponds au travers d'une courte vidéo comme celle-ci. Les tests DxOLab, ce sont les grilles que vous pouvez retrouver sur le site de DxOLab ou bien sur de nombreux sites et dans les magazines photo également, et qui vont vous donner un aperçu des performances des capteurs et des boîtiers les uns par rapport aux autres. Alors vous avez à la fois des mesures qui permettent d'évaluer un boîtier dans l'absolu, est-ce qu'il est noté 80, 90, 95, 99, et de comparer un boîtier par rapport à un autre. Ça peut être intéressant quand on a un choix à faire de dire bah tiens, lequel je prends en fonction de ces tests-là. Sachez déjà que DxO, c'est une société française, Cocorico, qui est installée en région parisienne et qui aujourd'hui a développé un logiciel DxO Analyzer qui est la référence en matière de tests, de capteurs et d'objectifs. C'est le système qui est utilisé par tous les labos sérieux qui vous proposent des tests capteurs et objectifs. Labo, site internet, magazine, photo. Ces tests, ils sont toujours faits sur la base d'un fichier RAW avant que ce fichier ne soit traité par le boîtier, converti en JPEG, ou traité par un logiciel de dématrissage par un développeur RAW. En effet, ce que DxO veut vraiment mesurer, c'est ce qui sort du capteur, c'est pas ce qui sort du capteur après interprétation par le boîtier. Autre critère important en matière de tests DxO, c'est aussi le fait que tous ces tests, tous les capteurs, sont normalisés les uns par rapport aux autres. Alors en effet, selon qu'on teste un capteur de 10, 12, 20, 24, 36 millions de pixels APS-C plein format d'une marque ou une autre, eh bien les valeurs absolues ne voudraient pas dire grand-chose. Donc DxO a développé un protocole qui permet de normaliser tous ces résultats et d'avoir une échelle commune qui permet vraiment de situer les capteurs les uns par rapport aux autres. D'où l'avantage d'aller toujours voir chez DxO parce que vous comparez des choses qui sont comparables, et puis ce sont surtout des gens qui ont une grande pratique de ce type de test, donc des valeurs plutôt fiables. Alors j'ai quelques fiches pour éviter de vous raconter des bêtises ou de faire des coquilles aujourd'hui parce que le sujet est relativement technique. Si vous avez été voir déjà les tests DxO pour les capteurs en particulier et les boîtiers, vous avez peut-être pu voir que c'est quand même pas simple à appréhender. La première chose, c'est que c'est en anglais. Alors déjà, bon, on n'est pas toujours à l'aise avec l'anglais et les termes techniques. La deuxième chose, c'est qu'il y a des termes dont on ne comprend pas nécessairement bien la signification et la portée pour nous, photographes. Qu'est-ce que ça va changer de savoir ce qu'il en est du landscape, du portrait ou ce qui s'appelle aussi du critère sport si on ne fait pas de photos de sport. Donc on va voir tout ça en détail. Sachez que DxO teste il y a trois catégories de mesures. En fait, il y a la profondeur de couleur, la sensibilité et la dynamique pour un capteur. La profondeur de couleur, c'est la valeur qui est marquée portrait dans les tests DxO. Alors pourquoi portrait? Parce que la profondeur de couleur, ça intéresse en particulier les portraitistes qui cherchent à restituer des tonalités bien particulières, mais ça intéresse aussi les paysagistes, ça intéresse aussi plein de monde. Donc portrait, c'est un tout petit peu usurpé comme terme, mais j'imagine qu'il leur en fallait un, ils ont pris celui-là. Donc DxO va définir un nombre maximum de nuances de couleurs, et ce nombre il est exprimé en bits, B-I-T-S, et non pas en bytes, hein, donc c'est bien en bits 0 ou 1 élémentaires, en considérant qu'un capteur qui a un bon niveau de profondeur de couleur, il a au minimum 22 bits de profondeur de couleur. Donc ça, c'est toute je pourrais dire que c'est la nuance, la gamme de couleurs que le capteur va vous restituer. Alors on comprend bien que si le capteur sait faire ça, eh bien, il sera probablement moins généreux en restitution de couleurs que s'il sait faire tout ça, parce qu'on aura une gamme plus étendue. Donc plus il y en a, mieux c'est. Et à nouveau, à partir de 22 bits de profondeur, on considère que DxO considère que c'est déjà un excellent capteur pour restituer les couleurs. Le deuxième critère, c'est le critère qui s'appelle landscape. Alors landscape en bon français, ça veut dire paysage. C'est la plage dynamique. Alors la plage dynamique, DxO nous dit, c'est le nombre maximum de niveaux de luminosité que le capteur va être capable de traduire.
Ça se mesure en IL. La luminosité, c'est les niveaux des plus sombres au plus clair dans une image. Donc la dynamique, c'est aussi la traduction du contraste dans une image, des zones les plus sombres jusqu'aux zones les plus claires. Eh bien, jusqu'où est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux voir vraiment du détail dans le sombre tout en voyant du détail dans les hautes lumières? Ou au contraire, est-ce que l'image elle est plus contractée et puis j'ai des noirs pas très détaillés et des blancs pas très détaillés? Alors, là aussi, DxO nous dit qu'à partir de 12 IL, on a déjà un très bon capteur. Et 12 IL, c'est l'équivalent de 12 stop, 12 sensibilités, 12 vitesses. Donc, effectivement, c'est plutôt pas mal parce qu'en argentique, on avait beaucoup moins que ça, particulièrement sur le film diapo, si vous avez connu cette technologie, qui existe toujours, mais qu'on emploie beaucoup moins. Troisième critère chez DxO, c'est la valeur qui s'appelle SPOR. Alors, SPOR, c'est la sensibilité, en fait, que l'on mesure sur le capteur, et sensibilité en basse lumière particulièrement. DxO va mesurer ce qui s'appelle le rapport signal sur bruit. Alors, les électroniciens comprendront assez facilement ce dont il s'agit. Pour les autres, retenez simplement que quand le capteur enregistre une image, donc une quantité de lumière qui arrive sur chacun de ces photosites, eh bien, le signal qui va sortir du capteur, c'est une partie de cette lumière qui a été convertie en un signal électronique. Et puis, il y a une partie du signal qui est du bruit, en fait, qui est généré par l'électronique. C'est tous les systèmes électroniques génèrent du bruit. Et c'est le fameux bruit numérique dont on vous parle quand vous regardez vos photos. Quand on monte en sensibilité, le capteur il est moins performant. Le niveau de bruit en proportion du signal qui est généré par le capteur, le niveau de bruit va augmenter. L'image va être plus bruitée. Ce sont les petits points de couleur, les petits artefacts de couleur que vous retrouvez sur vos images. Alors là, c'est un tout petit peu technique, mais DxO Lab nous dit que si on a un rapport signal sur bruit qui est au moins égal à 30 dB, 30 décibels, alors le capteur est de très bonne qualité. Le dernier critère qui est donné par DxO Lab, c'est le score global. Alors vous allez voir sur DxO, vous allez par exemple avoir un boîtier qui vaut 80, 85, 90, ça c'est le score global. Ce score global, c'est en fait une synthèse des 3 scores précédents. Donc le score profondeur de couleur, dynamique et sensibilité. Ils font un subtil mélange de tout ça, avec une grille qui leur est propre, mais qui est commune à toutes les mesures. Donc c'est pour ça que je disais en introduction, c'est normalisé. Donc le résultat, le score global d'un boîtier, eh bien, il est calculé de la même façon pour tous les boîtiers, tous les capteurs. Donc voilà ce qu'il en est des tests DxO capteurs. Alors j'espère que vous y voyez un tout petit peu plus clair maintenant et que vous saurez un peu mieux interpréter ces grilles. Quelques recommandations pour finir. Comparez ce qui est comparable si vous vous attachez à ces valeurs-là pour choisir votre boîtier. Alors typiquement, comparez des boîtiers qui ont la même taille de capteur. Ne cherchez pas à comparer un capteur plein format avec un capteur APS-C. Parce que typiquement, sensibilité, dynamique, ça va être différent parce que les tailles de photosites sont différentes. Donc posez-vous bien ces questions avant de dire tiens, 90 c'est mieux que 80, je vais prendre celui-là. Non, regardez bien ce dont il s'agit. Est-ce que vous comparez des choses comparables? Et puis surtout, évaluer ces mesures en fonction de vos besoins. Si vous faites du portrait en studio, que vous avez toujours suffisamment de lumière, ou bien que vous faites du paysage en basse sensibilité, c'est-à-dire que là aussi vous êtes toujours en pleine journée, il y a beaucoup de lumière, très sincèrement, la sensibilité, ce n'est pas le critère premier à regarder. Vous n'allez pas faire de la photo de paysage en pleine journée à 50 000 ISO ou en studio à 50 000 ISO. Regardez plutôt la dynamique, la profondeur de couleur, c'est ça qui va importer dans votre choix. Si à l'inverse, vous travaillez souvent en conditions de faible luminosité avec des vitesses rapides parce que vous faites du sport, du spectacle vivant en théâtre, de la danse, tous ces sujets-là qui demandent à monter en sensibilité, soyez plus attentifs à la sensibilité réelle du capteur plutôt qu'à la profondeur de couleur. La profondeur de couleur, quand on fait une danseuse sur une scène qui est plongée dans le noir, c'est pas critique. Voilà donc quelques explications qui, je l'espère, vous aideront à voir plus clair dans ces tests DxO. Pensez à continuer à m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions, c'est ici ou ici selon que vous êtes sur YouTube ou Facebook. A très bientôt pour un prochain épisode et surtout à bientôt sur nikonpassion.com.